Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, les grands débats ce matin. Thierry Garrier, Philippe Bilger, Éric Revel. Et ce matin, Frédéric Dabi était avec nous, directeur général de l'IFOP. Et je rappelle qu'il est auteur de La Fracture aux éditions des Arènes. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Patrick. Bon. Bonjour à tous. Alors, selon vous, quelle formation politique a vraiment remporté les élections législatives? C'est la question notamment que vous posez dans cette balise. Et quelle est la réponse? Oui, alors c'est intéressant, c'est dans une balise, l'élection est passée, et c'est intéressant de voir le décalage entre le regard des Français et le commentaire médiatique. Pour le commentaire médiatique, c'était une défaite très lourde pour la République en marche parce qu'elle perdait la majorité absolue. Les Français sont beaucoup plus mesurés, ils considèrent que ensemble, donc la République en marche, le Modem et Horizon, ont gagné des élections à 46%, parce que sans doute, les Français s'inscrivent, Patrick, dans une logique quantitative, ils ont le plus de députés. 29% pour l'Assemblée nationale et 21% seulement pour la NUPES. Et c'est intéressant de noter que chez les sympathisants socialistes, Europe Écologie Les Verts, et même pour un sympathisant sur deux de la France Insoumise, NUPES n'a pas gagné les élections législatives. On voit donc une sorte de décalage entre le commentaire qui a été fait, le commentaire politique de ces élections, que je n'en mets pas en cause, et les Français qui s'inscrivent plus dans une logique quantitative à gagner la formation qui a le plus de députés. Oui, c'est ça. Et puis alors sur l'absence de majorité absolue, que disent les Français en fait que vous avez interrogés? Eh ben, là aussi, Patrick, les Français sont en décalage avec un discours catastrophiste sur le mode. L'Assemblée va être paralysée, le pays, il n'y aura plus de loi qui sera votée, puisque pour les Français, à 69%, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme dans la plupart des pays européens, est une bonne chose, car pour eux, ça va amener plus de débats et obliger le gouvernement à plus de dialogue avec l'Assemblée nationale. Donc il y a une dédramatisation, une mise à distance de cette absence de majorité absolue. Là aussi, ça n'a pas été le commentaire, si je puis dire, dominant depuis dimanche soir. Oui, c'est ça. Et puis en fait, la troisième question que vous posez, on l'évoque, c'est la dissolution. Est-ce qu'il faudrait une dissolution dans les prochains mois de l'Assemblée nationale? Rapide, et les réponses des Français découlent de ce qu'on vient de se dire, Patrick, puisqu'on est plutôt satisfait de cette majorité non absolue qui va permettre peut-être plus de dialogue, les Français ne souhaitent pas, à 62%, que dans les prochains mois, le président procède à une dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a quand même 38%, 4 Français sur 10, mais c'est minoritaire dans toutes les familles, sauf chez les sympathisants Reconquête qui, comme vous le savez, ont obtenu aucun député. Là aussi, les Français sont plutôt dans une posture de prudence. Ils sont, après cette longue séquence électorale, après ces 4 votes, ils ne se projettent pas dans un nouvel épisode électoral rapide. Oui, merci à vous Frédéric Dabi. On va commenter, il y a des appels au 0826 300 300. Et nous sommes toujours aussi avec Thierry Garrier, Philippe Bilger et Éric Revel. Et on part à Chelles avec Gilles. Bonjour Gilles, bienvenue. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour à tout le plateau. Oui. Alors, votre réaction, vous vouliez revenir justement sur ce que l'on disait, notamment avec Éric Revel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est toujours en place, et des ministres surtout, alors qu'on avait dit que les ministres battus devaient céder leur fauteuil, leur poste, quoi. En fait, moi, c'était plus par rapport justement au piège. Le piège, oui, aussi. Oui, oui. c'est ça. Oui. Par rapport à l'attitude de M. Macron et le piège, en fait, qu'il essaie de tendre à l'opposition. Oui. Et je partage vraiment l'avis de M. Bilger dans le fait où c'est un piège qui se tend à lui-même sans s'en rendre compte. Parce que je ne sais pas si vous avez tiqué. Moi, j'ai écouté son allocution dernièrement, celle qui a duré 8 minutes. Oui. Et dès la première phrase, en fait, j'ai tiqué quand il dit qu'il a été élu sur un projet clair. Rien que là, déjà, je tique parce que déjà son projet n'est pas clair. Enfin, ça, c'est mon avis. Et ensuite, je pense que ceux qui ont réellement voté pour lui et pour son projet sont minoritaires. La plupart des autres qui ont voté venaient du camp de Mélenchon et c'était pour faire barrage à Madame Le Pen. Ouais. Et je pense que les 5 années qui viennent de s'écouler lui ont donné une habitude de diriger sans forcément avoir une opposition en face de lui. Et là, il va devoir négocier, il va devoir... et c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et du coup, ça l'amène à pousser la responsabilité chez les autres, mais en fait, elle est chez lui. Oui. Ça, c'est vrai, oui. Comme c'est une forme, en tout cas, de volonté d'asseoir toujours sa légitimité en disant, voilà, vous m'avez élu sur un projet clair, nous sommes élus, nous sommes au pouvoir et c'est nous qui allons décider, en quelque sorte. Hein, Thierry.
Allez-y, oui. Oui, allez-y. Oui. C'est ça, alors que moi, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est plutôt que le peuple lui a dit « Ok, nous ne voulions pas de Madame Le Pen, mais c'est pas pour autant qu'on veut que vous fassiez ce que vous avez fait pendant 5 ans. On veut que vous dirigez autrement. » Ce qui est une démocratie, au final, en fait. Oui, bien sûr. Puis d'ailleurs, les Français, vous avez vu, sur cette absence de majorité absolue, ça ne les choque pas plus particulièrement que ça. Thierry Guerrier. Oui, il y a une forme de cohérence entre ce qu'on vient de dire, Éric Revel, Gilles à l'instant, et puis en même temps ce que nous présente Frédéric Dabi. C'est-à-dire que d'un côté, on a un tempérament Macron qui n'aime pas se faire dicter ses choix, qui n'aime pas qu'on les remette en cause. Et par exemple, vous avez très bien noté que Madame Bourguignon, elle a perdu. Elle devrait déjà avoir quitté dans les us et coutumes classiques de la 5e le gouvernement. Non, le président, il nous fait comprendre que laissez-moi faire, ce sera quand je veux et pas voilà. Mais là où il y a une cohérence, c'est que les Français finalement voulaient, parce qu'ils sont habitués au tempérament du président. Très bien, puisque c'est ça, tu vas voir. Et là, en l'occurrence, ils lui ont offert, si j'ose dire, une Assemblée nationale qui va lui imposer cette discussion. Comme l'a souligné Philippe Bilger il y a quelques instants, ça redonne du poids au Parlement et c'est pas plus mal. Et finalement, tout ça va nous amener peut-être avec la sérénité dont font preuve les Français dans cette balise, c'est à l'Assemblée que ça va se passer. La catharsis est peut-être moins dans la rue. Et ça, c'est peut-être formidable. En fait. Alors à l'Assemblée, ça risque d'être un peu chaud quand même, Éric Revel, parce que non mais c'est vrai, parce que et c'est son rôle. C'est là que ça doit se passer. Non, bien sûr, mais l'une des questions, ce sera Elisabeth Borne face justement à l'ensemble des adversaires, des opposants. Voilà, est-ce que vous posiez cette question ce matin, Éric Revel, Elisabeth Borne, qui est quand même l'atout majeur pour l'instant d'Emmanuel Macron. Est-ce que oui. Vous avez vu qu'elle n'est pas certaine encore à ce stade. Elle attend peut-être le retour du président, si elle va engager ou pas la confiance pour son gouvernement après son discours de politique générale. Ce qui serait un mauvais signe si elle ne le fait pas. Oui, bien sûr, mais c'est faire offense à personne, mais de dire que dans une bouilloire comme va être l'Assemblée nationale, notamment tout au début, ça va être. Est-ce que Madame Borne va être taillée pour affronter et sur la forme et sur le fond les oppositions majoritaires? C'est un test grandeur nature extrêmement, quand même difficile, il faut le reconnaître. Quel que soit le Premier ministre, c'est toujours un test difficile, mais là, le contexte est particulièrement contraignant pour la locataire de Matignon. Il y a un petit signe inquiétant, Eric, il y a un petit signe inquiétant. Hier, sur LCI, elle a donné sa définition de la politique. Et pour elle, c'est la compétence dans les dossiers. C'est pas ça, la politique. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est une technique. Il faut être compétent dans les dossiers, bien sûr. Mais je veux dire, il faut aussi avoir du verbe, une parole et un ton. Quand on s'adresse aux députés en général de l'Assemblée nationale pour un discours politique général, et encore plus, me semble-t-il, avec la configuration de cette Assemblée générale qu'on n'avait pas vue depuis 1988, puisque les oppositions sont majoritaires. Donc ça va être un baptême du feu extrêmement violent. Et puis juste un mot sur la très bonne balise de Frédéric Dabi, sur la dissolution qui n'est pas majoritairement donc souhaitée par les Français. Ça doit faire réfléchir le président de la République aussi, parce que si les Français ne sont pas favorables à la dissolution, si il lui venait à l'esprit de tenter le coup dans 5-6 mois pour des raisons qui lui appartiennent, ce serait un fusil à un seul coup. Et après, voilà, si les Français envoient ces études, ça sera compliqué. Bon, Philippe Bilger, bien sûr. Sans vouloir offenser les analyses professionnelles, je trouve que les Français, tels que leur opinion a été rapportée par Frédéric Dabi, sont d'un bon sens et d'une lucidité absolue. Je trouve qu'ils ont totalement raison sur les 3 points sur lesquels ils ont été interrogés. Et pour répondre un petit peu à Eric, bien sûr, ça va être difficile pour Elisabeth Borne, mais paradoxalement, elle va être protégée par les infinies contradictions des groupes à l'Assemblée nationale. Si évidemment il y avait compatibilité entre la NUPES, les LFI et le Rassemblement national, là elle serait perdue. Ce serait un sauf-qui-peut parlementaire, mais elle va être protégée par la
dissentiment entre ces groupes-là. Oui. Enfin, bon, pendant quelques temps, en tout cas. Non, mais tout de même, il y a quand même urgence aussi à reformater un petit peu ce gouvernement, quoi. J'aurais une question, si c'est possible. Oui, allez-y, bien sûr. Juste, en fait, par rapport à ce que disait M. Revel, est-ce qu'une dissolution ne renverrait pas l'image d'un mauvais perdant et justement se retournerait encore plus contre lui? Il aurait encore moins de légitimité perdrait encore plus. Oui, mais si vous voulez, je discutais hier avec un leader non négligeable des Républicains, et en fait, l'analyse que font les Républicains, alors ça vaut ce que ça vaut, en tout cas cette personne, expliquait que, en fait, la dissolution ne pourrait, d'après lui, être mise en route par le chef de l'État qu'à deux conditions. La première, c'est que ce soit évidemment ingouvernable à l'Assemblée nationale et qu'il n'y a même pas de majorité de circonstances. Et la deuxième chose, disait-il, c'est si la rue redonne de la voix, si de nouveau, et si pour lui il y a ces deux ingrédients, alors le chef de l'État ne pourra pas faire autre chose que de dissoudre l'Assemblée nationale, avec le risque que ça comporte, parce que souvenez-vous, qu'en 97, je le rappelle tout le temps, Chirac a dissous l'Assemblée nationale et s'est retrouvé avec un groupe plus minoritaire alors qu'il avait un groupe majoritaire, vous voyez. Donc c'est très compliqué la dissolution à manier, c'est de la dynamite, faut faire attention. Quand on allume la mèche, il ne faut pas garder le bâton entre les mains. En plus, ce n'est pas forcément dans la stratégie d'Emmanuel Macron telle que, en tout cas, il l'a menée depuis quelques années, quoi. Ça, c'était entre guillemets une vieille recette, et lui il est toujours là pour essayer de surprendre. Mais alors comment, ça c'est difficile, quoi, parce qu'il y a ces idées de coalition éventuellement, mais sur cette urgence, j'y reviens quand même, de reformater le gouvernement. Il y a des secteurs où il n'y a toujours pas de ministre. Et donc les interlocuteurs en face. Mais Patrick, ça vous a pas choqué ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'édito? Non, mais moi, c'est-à-dire qu'au journal officiel, on voit qu'il y a 4 conseillers qui viennent d'être nommés par Madame Bourguignon. C'est le journal officiel du 24 juin. Non, mais c'est vrai. Elle a un cabinet qui va disparaître avec elle et elle nomme encore 4 conseillers. Non, et bien sûr. Et puis hier, il y avait, parce qu'il y a cette suspicion de reprise du Covid, et il y a beaucoup plus de contaminés en fait aujourd'hui. Alors après, la gravité, voilà, c'est à voir. Mais peu importe. Alors, au risque de paraître complotiste pour le Covid, moi je pense qu'il a jamais vraiment disparu. C'est juste qu'il y a eu des élections entre temps. Donc il y a toujours eu, mais il n'y avait pas forcément autant de cas. Vous savez, les virus, ça va, ça vient, ça disparaît, etc. Et bon, là, il faut pas chercher plus que ça. Donc, la seule chose par rapport à ça, c'est que c'est elle, Madame Bourguignon, qui hier en parlait, alors qu'elle a été battue et que normalement, elle devrait quitter son poste. Donc, c'est quand même un peu étonnant. Heureusement que nous ne sommes pas dans une situation extrême, quoi. Thierry Garrier. Non, mais Éric Revel a raison. Il y a quand même une dimension considérable qui est: est-ce que le président est en train de faire mentir sa propre jurisprudence? C'est lui qui l'a rappelé, selon laquelle un ministre battu doit quitter le gouvernement et sa fonction. Et s'il fait mentir cette jurisprudence, alors l'abstention est encore plus justifiée, parce qu'on se dit, mais finalement, crise de représentation, puisque ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens de se présenter devant les électeurs, battu ou pas battu, finalement, je continue à avoir des fonctions. Non, c'est très important, c'est un pilier de notre démocratie. Philippe? Oui, mais le problème, c'est qu'il est obligé, on ne peut pas remplacer au cas par cas. Il est obligé de faire démissionner tout le gouvernement et d'en nommer un nouveau, dans lequel il y aura probablement des ministres actuels. Allez, merci.